À l'ère du numérique, l'information est devenue le nerf de la guerre. Et pour les entreprises, la réputation peut se faire et surtout se défaire en quelques clics. Alors comment faire face à ce risque? Quelle stratégie d'influence mettre en place dans ce contexte? Eh bien pour en parler, j'ai invité un professionnel des RP, de l'influence en ligne et de la communication. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de la conférence Reputation War, dont la deuxième édition s'est déroulée en janvier 2014. Alors je reprends le titre de votre conférence, Reputation War, guerre de réputation, un titre avec une connotation assez violente. Alors qui sont les belligérants dans cette guerre et à quoi ressemblent les affrontements? Vous savez, les belligérants, c'est nous tous. Nous tous. Nous tous. La réputation a besoin d'un média. Un média pour se déployer, pour se répandre. Et nous, grâce aux médias sociaux, nous sommes devenus nous-mêmes, individuellement, ce média. Nous sommes tous un média, nous sommes tous potentiellement un média. Et qu'est-ce que nous faisons de cette puissance médiatique que nous avons chacun les uns les autres? Eh bien, nous parlons, nous commentons, nous donnons notre avis sur des choses, sur des entreprises, sur des marques, sur des personnes. Et ça, ces éléments, ces petites touches d'information, que l'on laisse sur les médias sociaux, eh bien, deviennent des éléments constitutifs de la réputation. Et ce qui se produit, c'est que ce média, ces millions de médias que nous sommes, eh bien, ne vont pas tous dans le même sens. Ils ne vont pas forcément dans le sens de l'entreprise, ils ne vont pas forcément dans le sens de la marque, dans le sens que l'émetteur souhaiterait impulser. Et donc, en fait, ces médias-là peuvent créer des situations conflictuelles, des situations extrêmement tendues, parce qu'ils vont se prononcer sur la réputation de quelqu'un, sur la réputation d'une organisation, et peut parfois créer des situations très compliquées, des situations de crise. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise qui aurait été victime de cette guerre de l'information? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont victimes de ces guerres d'information. On l'a vu avec la crise de la viande de cheval dans les plats cuisinés. Findus a été extrêmement exposé, alors on a su après que Findus n'était pas forcément coupable ou n'était pas forcément s'était fait elle-même avoir, la marque Findus. On a aussi d'autres marques, Picard, qui s'est fait dans la même crise, qui a été au devant de la scène. Et puis il y a des situations qui sont des situations plus compliquées, à plus grande échelle. Par exemple, Sodexo, qui est l'entreprise française que l'on connaît bien, s'est fait extrêmement malmener aux États-Unis il y a quelques années, parce que certains de ses concurrents ne voulaient pas que Sodexo, leader mondial de la restauration collective, pénètre le marché américain. Ils voyaient ça d'un mauvais œil. Eh bien, les concurrents ont utilisé des guerres réputationnelles pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à Sodexo. Donc quelle méthode? C'est des campagnes sur les réseaux sociaux? C'est des campagnes sur les réseaux sociaux, c'est de l'information, ce qu'on appelle de l'infowar, c'est-à-dire qu'on essaye de passer une information, on essaye de pousser une information qui n'est pas forcément exacte, mais qui est une information qui risque de gêner le concurrent. C'est la recherche d'alliés, de communautés sur Internet qui vont être puissantes. En l'occurrence, pour Sodexo, c'était des syndicats qui sont extrêmement puissants aux États-Unis. Et bref, on essaye de créer un corpus d'images et de messages qui sont hostiles à la marque qui souhaite s'implanter. Christophe Ginisti, vous êtes aussi spécialiste dans la communication de crise. Alors justement, si une entreprise est attaquée sur le plan de l'influence, comment peut-elle réagir? Alors il y a beaucoup de différentes manières, parce qu'aucune crise ne ressemble à l'autre. Il y a malgré tout des règles. Première règle, c'est d'être rapide, extrêmement rapide. Il y a des crises, et ça existe, on en voit aujourd'hui, qui en fait éclatent dans une journée et se terminent la journée d'après ou 48 heures après. Ça peut exister, parce que sur Internet, ça va très vite. Quand on est en capacité de fournir des informations, de fournir des réponses que le public demande, et quand on est en capacité de les fournir très rapidement, eh bien la crise disparaît. Donc la rapidité. Deuxième chose, qui est une règle d'or en termes de gestion de communication de crise, c'est l'empathie. C'est-à-dire essayer de développer, de se rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être un problème et qu'on va le traiter. Donc se mettre au niveau de l'émotion du public. Et puis il y a une troisième chose que la crise permet de gérer, ou en tout cas impose de gérer, c'est plus de transparence. La plupart des crises réputationnelles ont derrière elles un message qui est un désir du public de plus de transparence. Le public veut que les entreprises, les organisations, les personnes, les personnalités soient plus transparentes dans leurs agissements. Et c'est en général pour ça qu'ils déclenchent une crise. Est-ce que le danger pour les entreprises, finalement, ne vient pas du fait que le public croit trop facilement aux rumeurs et prenne tout pour argent comptant?
C'est-à-dire si elle est attaquée même sur des mauvaises raisons, le public va avoir tendance à y croire. Vous savez, avant de pointer du doigt le public, parce qu'on pointe très souvent du doigt le public dans les médias sociaux en disant que les médias sociaux, c'est la fange du public, qu'il y a des ordures, que des insultes, etc. Ce qui n'est pas vrai. Avant de pointer ça, il faut se poser la question, est-ce que la presse joue son travail? Parce que on est tous soumis, les journalistes, les observateurs, les blogueurs, les internautes, à la dictature de l'urgence. On doit couvrir une information dans la minute, dans la seconde. Et cette couverture, cette dictature de l'urgence, eh bien, fait trébucher en premier lieu, pas les internautes, mais en premier lieu les rédactions, qui se trompent très souvent sur des situations sur des informations qui sont erronées, mais malgré tout parce qu'il faut les tweeter tout de suite, parce qu'il faut les donner tout de suite, parce que les concurrents les ont déjà donnés, eh bien qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on les balance parce qu'on n'a pas le choix et on sent cette pression concurrentielle qui fait qu'on va désinformer le public. C'est-à-dire qu'une attaque, en fait, même plusieurs mois, plusieurs années après, il en reste toujours quelque chose sur Internet. Alors il en reste toujours quelque chose sur Internet parce qu'effectivement Internet est le lieu des traces, le lieu de l'histoire, le lieu de l'héritage. Et ce que vous avez fait sur Internet, eh bien, va rester. Par contre, une crise, c'est une opportunité de changer. C'est une opportunité. Vous savez, les Chinois ont un idéogramme pour désigner la crise qui veut dire à la fois danger et opportunité. C'est le même idéogramme. Donc c'est effectivement un danger, mais c'est une opportunité de changement. Et de grandes entreprises, on peut penser notamment à Nestlé, soumis à des crises réputationnelles très fortes, eh bien, ont changé et ont adapté leurs pratiques avec beaucoup plus d'éthique et beaucoup plus de responsabilité. Alors on va parler un peu d'anticipation des problèmes. Comment savoir maintenant si son entreprise, par exemple, est vulnérable face au risque d'influence, sur ce terrain de l'influence, face au risque d'attaque? Alors toutes les entreprises sont vulnérables. Toutes les entreprises sont vulnérables, que ce soit la PME du coin ou la multinationale. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises sont commentées, exposées et publiquement exposées. On est tous exposés. Il y a une chose, pour savoir si vous êtes vulnérable. Si vous êtes vulnérable et si une crise risque de se produire, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai mis en place des mécanismes d'écoute des conversations sur le web? Est-ce que j'ai mis en place des mécanismes qui me permettent d'écouter les conversations? C'est l'importance de la veille, finalement. C'est l'importance de la veille. La veille devient fondamentale. Les entreprises qui connaissent des crises graves sont des entreprises qui ne surveillent pas Internet, qui n'ont pas pris le temps, on parlait de Nestlé tout à l'heure, qui n'ont pas pris le temps de surveiller. Nestlé, aujourd'hui, dans son siège social en Suisse, a constitué une espèce de war room, une salle assez grande et assez impressionnante, dans laquelle beaucoup de collaborateurs de Nestlé sont là pour écouter les conversations sur Internet. C'est fondamental, parce qu'il faut réagir dans l'heure, il faut réagir immédiatement, et si vous n'êtes pas en situation de réagir dans les heures où apparaît cette crise, eh bien vous êtes en très grand danger. Est-ce que finalement, la meilleure stratégie, c'est de rester discret? La discrétion ne se décrète pas. Vous savez, avant, moi, quand j'ai commencé ce métier de communication, il y a des gens qui me disaient toujours « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est un vieux proverbe que les gens aimaient bien citer. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça ne se décrète pas. Ce n'est pas vous qui allez décréter je vais rester discret, je vais rester caché. Si votre organisation a une activité qui est une activité qui intéresse le grand public, avec lequel vous avez des interactions avec le grand public, vous n'avez pas le choix d'être ou pas être discret. Vous devez entamer cette conversation. Alors vous pourriez dire c'est insupportable parce qu'on me force à communiquer alors que je ne voudrais pas communiquer, mais le monde est devenu comme ça. L'influence reste donc un paramètre clé à prendre en compte dans les entreprises aujourd'hui, de plus en plus à l'heure des réseaux sociaux. Christophe Génisty, je vous remercie d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.